Comment il pleure à chaque fois? Rien d'obligatoire. Arrête Je pleure là. Je pleure là. T'as jamais gagné Je pleure là. Pose le buzzer. Y'a pas de soucis, t'inquiète, moi aussi je peux en sortir les dossiers. On les connaît, ça. Mais il va rien reconnaître, parce qu'il est tellement de mauvaise foi. C'est bien. Merci pour la réputation. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Scred TV. Aujourd'hui, je rentre tout de suite dans le vif du sujet et au menu, encore une fois, le Real Madrid. Avec une annonce, et c'est officiel désormais, l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc des merengues. Première réaction tout de suite, moi je veux savoir, ça m'intéresse, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle, Yacine? C'est une bonne nouvelle pour le Real. Ouais. Parce que ça fait quand même quelques années qu'Ancelotti est en place. Il a pris énormément de trophées et il y a toujours une fin de cycle. Un nouveau coach qui connaît bien le club parce qu'il a été joueur pendant plusieurs années. Il va apporter du sang neuf et je pense que ça va être tactiquement un nouveau style de jeu qui va inculquer au Real Madrid. En tout cas, c'est la première fois que tu as un entraîneur aussi révolutionnaire dans son jeu depuis très longtemps. C'est une Scred TV là, ça fait longtemps. Bonjour à tous, comment ça va? Tranquille, Yacine, je dis content de vous retrouver. Bah ça y est, tu l'as fait. Abonnez-vous sur YouTube, ça sort au moins une fois par semaine et ça sort aussi sur TikTok et également en short YouTube. En fait, au-delà même du côté révolutionnaire, parce que Xabi Alonso apparaît comme révolutionnaire pour ce qu'il a fait à Leverkusen, mais c'est avant tout, on va dire, un entraîneur qui a des idées. On a beaucoup, je trouve, avec l'enchaînement Zidane, Ancelotti, des cycles gagnants, mais avec des entraîneurs qui ont des idées plus sur le management, sur la gestion des égos et la gestion du vestiaire. Tu quand le dernier entraîneur qui apporte cette révolution tactique? La vraie révolution tactique, pour moi, elle arrive avec José Mourinho. Même si on peut minimiser certaines choses, mais quand il arrive dans un moment où tu as le Barça qui domine, José, il doit arriver avec des idées et réinstaurer une culture. Alors certes, pas forcément une culture uniquement basée sur tactique, ballon, ce qu'on fait. Après, on est dans le football. On est dans le football post 2010. C'était moins élaboré qu'aujourd'hui ce qu'on peut demander. Et là, tu arrives avec un gars qui a une vraie philosophie et toute la problématique va être est-ce qu'il va être capable de mettre en place cette philosophie au sein du Real? Parce qu'aujourd'hui, le Real apparaît comme un club qui a une philosophie de base qui est de gagner, qui est de proposer un contenu plus ou moins moyen selon l'adversité, mais qui gagne à la fin. Aujourd'hui, tu as des idées de jeu et tu es dans un football où quand tu vois le PSG, quand tu vois même l'Inter ou le Barça, tu dois arriver avec des idées. Après, on rentrera en détail, je pense, sur le plan de jeu pour l'année prochaine. Mais c'est pas pareil de commencer en Bundesliga, c'est sûr, et d'arriver dans une Liga, dans un club que tu connais. C'est les deux opposés. C'est quasiment les deux opposés. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il a une obligation, parce que Florentino Pérez il va être exigeant avec lui, une obligation de gagner dès sa première année. Il ne va pas accepter encore des sacres du Barça, comme ça l'a été cette année. Maintenant, je ne minimiserai pas le côté Bundesliga dans le sens où il ne gagne pas avec n'importe quel club. Il gagne avec Leverkusen, un club de losers. Il arrive à leur faire gagner le championnat et en étant invaincu. Donc on peut dire beaucoup de choses, on peut minimiser parce que c'est la Bundesliga et tout, mais arriver à faire ce qu'il a fait dans un club comme le Bayer Leverkusen. Demain, tu as un entraîneur qui vient. Imagine demain, tu as un entraîneur qui vient à l'OM, genre De Zerbi, il vient à Marseille, il gagne. C'est pas juste il gagne la Ligue 1, c'est il vient, il tape un monopole comme le PSG, le Bayern, on peut quand même faire le parallèle, et dans un club qui s'est habitué à une certaine loose. Donc là-dessus, franchement, faut tirer un chapeau, et tu ne le fais pas qu'avec des idées, mais aussi avec une certaine culture de la gagne. On le voit dans les moments importants, les fins de match. Avec des joueurs qui ressortent aussi. Bien sûr. Des individualités qui ressortent, et il a su tirer le meilleur de ses joueurs. Mais c'est quand même très bien qu'il arrive maintenant, très en amont de la saison, parce qu'il a un gros chantier quand même, Xabi Alonso. On l'a dit, c'est un vestiaire de stars. Il va falloir amener ses idées de jeu dans ce vestiaire-là, qui a l'habitude plutôt de ne pas être trop bridé. Et là, il va brider beaucoup de monde, je pense. Parce qu'il a une idée précise quand même tactiquement de ce qu'il a envie de proposer. Il va brider ou libérer certains joueurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'attends. J'attends la libération et l'éclosion de certains joueurs. Mais je pense qu'il y aura des choix forts
au niveau des joueurs et du groupe. Et ça sera intéressant de savoir Après, j'ai pas encore, moi, ressenti le côté meneur d'homme qu'Ancelotti ou Zidane ont naturellement par leur charisme et leur façon de coacher. Je ne l'ai pas encore senti. Et je ne suis pas sûr, mais après on développera encore une fois le côté tactique, hein. Je ne suis pas sûr que le Real actuel a plus besoin de tactique que de mental et de meneur d'homme. Dans quel sens tu dis ça En fait, la tactique, c'est une chose. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de tactique. Je pense qu'ils ont besoin d'un rafraîchissement en termes d'idées nouvelles, etc. Mais je pense d'un joueur qui est. Ça fait pas longtemps qu'il a arrêté sa carrière, qui est proche. Là-dessus, toi-même, tu as dit joueur. Bien sûr. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est un coach qui n'a pas encore prouvé son côté meneur et leadership. C'est normal parce que si tu fais le parallèle avec Ancelotti, il avait ce côté meneur d'homme parce que c'est une figure paternelle. Zidane, c'était un peu la figure. Il avait déjà prouvé à l'AC Milan. Bien sûr, et même il l'avait déjà prouvé même au Real. Et Zidane, il avait la caution joueur. Il avait la caution joueur. Malheureusement, la caution Real. La caution joueur, on ne peut pas arriver dans le statut de Zidane. Et il avait ce côté grand frère avec les joueurs, avec un mec comme Benzema, ça s'est vu. Et après, tu avais aussi un vestiaire quand même. Il arrive après un traumatisme aussi, tu vois, enfin une espèce de traumatisme. Oui, mais c'est un cycle qui avait déjà sur un Real qui était un peu perdu. Ancelotti. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était quand même un Real qui était un peu perdu. Ça restait un groupe qui avait remporté la décima avec Ancelotti, donc il savait comment gagner. Et là, pour le coup, c'est un petit peu pareil. La plupart des joueurs ont gagné sous Ancelotti, mais tu as besoin d'un discours, comme tu dis, rafraîchissant. Meneur d'homme, peut-être. C'est plus, après, c'est comment tu vas apporter des idées fraîches. Parce qu'un truc qui tournait, qui circulait énormément sur cette saison du Real, c'est que la préparation tactique des matchs était très médiocre. Et un joueur comme Bellingham s'en est plein. Alors, je parle de préparation tactique, mais il y a aussi la préparation physique. Non, mais la gestion de l'effectif aussi. Mais ça, on va dire, c'est pas que de la faute d'Ancelotti. Il y a aussi, il a demandé plein de recrues l'été et même l'hiver. Oui, il a demandé il avait quand même des joueurs qui leur a plus fait jouer. T'as pas vu Henrik pendant 2 mois, tu vois. Pour les attaquants, je suis d'accord, mais pour le milieu de terrain et pour la défense, ça reste quand même le cœur du jeu. Et les faillites du club, on les a surtout vus derrière et dans l'entrejeu. Donc c'est un élément qu'on peut quand même pondérer. Après, t'as parlé du côté physique. Sur Ancelotti, ils ont quand même soi-disant le meilleur préparateur physique du monde, Antonio Pintus. Donc c'est paradoxal qu'ils aient autant de blessés. Cette année, El Método Pintus, on en a pas mal parlé en mal parce qu'il y a beaucoup de joueurs il y a énormément de joueurs qui ont mangé des croisés, que ça soit Militao qui a eu une rechute, Carvajal, tu as même le petit la blessure à Johan Martinez aussi qui date de l'année dernière. C'est que la préparation physique, après c'est normal aussi, tu peux le mettre en corrélation avec le nombre de matchs énorme du Real sur les 3 dernières saisons. À chaque fois quand tu vas en finale ou en demi-finale, ça reste anormal pour cette saison-là. C'est arrivé. Moi, je trouve pas chaque été, tu fais autant de rôles de joueurs qui ont joué l'Euro, ils ont eu beaucoup de matchs. Préparation aux États-Unis après. C'est pas évident. Comme cette année. Cette année, il y a la Coupe du Monde des clubs. Il y en a qui vont avoir très peu de vacances. Trophée des champions, Supercoupe d'Espagne que tu vas jouer en Arabie Saoudite, Mundialito, enfin Coupe intercontinentale que tu vas jouer, je crois, au Qatar. C'est énorme. Et qu'un club comme le Real en souffre, c'est un peu logique. Et tu as même le parallèle avec Manchester City, toutes les équipes qui ont eu des gros cycles où à chaque fois tu vas jusqu'au dernier carré. Essoré, en fait. T'es lessivé, c'est trop compliqué. Et ce qui est bien du coup avec le nouveau staff Xabi Alonso, c'est que tu auras aussi normalement des préparateurs physiques dans ce staff-là. Normalement, il doit venir avec son équipe. Et après, le cas Pintus pose question parce qu'il est en CDI et ça se discute, soit il va s'occuper. Oui, dans CDI, souvent, c'est des contrats en CDD normalement, mais lui, il a été en CDI très rapidement. Peu importe le coach, il est là. Ouais, mais donc il va peut-être s'occuper des jeunes ou il va partir. Je ne sais pas. Et un truc aussi, c'est que Xabi Alonso, il va venir avec quelques recrues. Et ça, je pense que Carlo, il doit l'avoir un peu mauvaise. Lui qui s'est battu pour avoir des recrues. Mais après Yacine, tu as parlé, tu as dit, on ne sait pas si c'est un meneur d'homme. Pour l'instant, il était qu'à Leverkusen. C'est un jeune entraîneur. Peut-être que c'est aussi un meneur d'homme, on ne le sait pas. Et maintenant, je vais te laisser Yacine nous présenter tactiquement, parce que c'est ce qui nous intéresse, et je pense qu'il nous intéresse tous ceux qui nous regardent aussi, la manière Xabi Alonso, la future révolution Xabi Alonso. Alors Xabi Alonso, c'est un coach qui a utilisé 2 systèmes de jeu principaux durant ces 2 années au Bayer Leverkusen. Un 3-4-3, des fois activé avec un numéro 10, donc qui peut se tourner en 3-5-2, et parfois un 4-4-2 qui peut devenir un 4-2-2-2, c'est-à-dire avec 2 joueurs qui jouent comme 2 numéros 10 et 2 attaquants qui permutent et qui tournent ensemble. Ça a très bien marché la première année.
Un peu moins la deuxième année, mais je pense que son concurrent principal en Bundesliga, le Bayern Munich, s'est aussi renforcé et a réussi à repasser devant, et ne serait-ce que l'élimination T'avais une forme de logique quand même. En Ligue des Champions. Elle n'a pas été belle l'élimination, je trouve, contre le Bayern. Le 3-0. Le 3-0, il fait mal à demi-finale. Franchement, c'était compliqué, mais c'est un Bayern qui est revenu à un de ses meilleurs niveaux. C'est pas encore le top, mais le Bayer Leverkusen a longtemps concurrencé ce Bayern-là. Et c'est une tactique qui est particulière parce qu'elle dépend aussi, et c'est le principe même du 3-4-3, c'est qu'elle dépend de tes pistons. Et il a trouvé les pistons parfaits, adéquats à ce système de jeu. En l'occurrence, Grimaldo à gauche et Frimpong à droite. Et ça a très bien marché parce que c'est des joueurs qui sont performants, qui se sont très peu blessés, qui ont staté, que ce soit en termes de buts et de passes décisives. Et c'est des joueurs qui ont compris le principe même du piston et l'animation dans ce secteur-là. Et il avait aussi une défense très performante qui défendait de façon compacte, avec Jonathan Tah notamment, avec Tapsoba aussi. Et c'est des joueurs qui ont été très performants dans ce système-là et qui ont très vite compris ces données tactiques de la part de Xabi Alonso. C'est clair. Après, là-dessus justement, on va revenir sur le côté meneur d'hommes. Est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose en fait dans la gestion de l'équipe par Xabi Alonso lors de ces 2 saisons? Quel profil tu lui donnerais en dehors de la tactique? Quel profil humain tu lui donnes? Si je devais redéfinir ce que j'ai dit au départ sur son côté meneur d'hommes et sur les doutes que j'avais sur lui, il y a un seul doute que je n'ai pas sur lui, et c'est quand tu le fais une fois, ça passe. Quand tu le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, il l'a fait plus de 10 fois l'année dernière. Ben, quand tu reviens au score, ça me rappelle le plus grand coach de l'histoire, qui a un nom même qui est tellement mythique, qui porte ce timing-là. Pascal Duprat. Non, c'est Ferguson. Qui a justement eu cette compréhension-là de ses joueurs et qui a cette perception psychologique du football et qui a réussi, comme on le dit dans le jargon, à rentrer dans la tête de ses joueurs pour leur faire comprendre que le match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Et Xabi Alonso, force est de constater qu'il l'a fait à maintes reprises, pas qu'en championnat, il l'a fait en Europa League aussi. On se souvient de ce qui s'est passé, de la défaite contre l'Atalanta en finale. Et c'est quand même plusieurs fois des scénarios exceptionnels où ils reviennent de nulle part, où tu te dis c'est fini, et ils retrouvent cette force mentale-là qui leur fait revenir au score et qui les fait performer en fin de match notamment. C'est pour ça qu'on parlait de management et justement de gestion d'équipe. Tu vois, le mental, ça fait partie de ça aussi. C'est savoir inculquer à ses joueurs une force mentale. Jusqu'à la fin du match, on y croit et on va y aller. Et pour le coup, là, il est tombé dans le bon club. Ah, bien sûr, bien sûr. On l'a vu. C'est 2 esprits qui se mélangent. C'est l'esprit de Xabi Alonso des fins de match et du Real. Et celui du Real. Et on a déjà enregistré des recrues, Bassim. Je dis on, c'est pas on le Real. Si, dis-le. Nous avons. C'est impersonnel. La Casablanca. Mais écoute, il y a eu l'officialisation de Dean Huijsen. Donc ça, je pense que même Yacine peut en parler. C'était un jeune prospect de Bournemouth qui fait une très 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 belle saison. Tu l'avais spoté cette saison. Tu en avais parlé, tu l'avais. Je l'ai parlé, mais pas aussi détaillé que les rubriques de Dénicheur de talent, mais je l'ai repéré depuis longtemps. Il est formé à Malaga, donc il connaît déjà le championnat espagnol, aussi d'origine espagnole, naturalisé, parce qu'il avait aussi la possibilité d'être néerlandais. Donc c'est un très bon joueur qui fait une super saison du côté de Bournemouth en Première Ligue. Titulaire indiscutable cette saison. Indiscutable. Plus de 30 matchs, je crois 34 ou 35 matchs sur 38. Donc c'est un joueur qui est fiable, qui est très peu blessé. Qui a de la taille. Il est jeune, début de carrière, c'est en 2005, donc 20 ans et qui est très bon. Un peu frêle, à mon goût, par rapport au profil habituellement recruté du côté du Real Madrid, mais c'est un joueur qui a une culture et une science tactique qui va faire de lui un des titulaires indiscutables, je pense. C'est bien ciblé pour toi. Il a aussi une aisance technique aussi. Ouais. Tu vois aussi dans ses conduites. C'est un défenseur moderne. Bien sûr. Mais il jouait dans des défenses à 4 à Bournemouth. Défense à 4 à Bournemouth, voilà. exactement. Parce que là, donc, on a parlé tout à l'heure de tactique et de Xabi Alonso où il mettait un 3-4-2-1, on va dire. 3-4-3, 3-4-2-1. Est-ce que, on peut en parler, mais on verra plus tard, est-ce qu'il pourrait s'intégrer dans une défense à 3, tu vois? Je pense qu'il a été recruté aussi pour ça, à mon avis. Je pense que c'est un joueur qui est tellement intelligent tactiquement qu'il est capable de justement jouer dans une défense à 3, à prouver maintenant, on ne sait pas, mais il est en Espagne, international espagnol, il connaît l'Espagne, au niveau de la langue, il n'y aura pas de problème pour la communication.
C'est un joueur qui a une grosse marge de progression. C'est d'après les médias espagnols c'est le futur de la Roja avec Cubarsí derrière et Asensio. Donc peut-être que le sélectionneur espagnol passera aussi à une défense à 3, on ne sait pas. Mais c'est en tout cas très prometteur pour l'avenir du Real. Et c'est un des chantiers, pour moi, le principal chantier du Real Madrid, c'est l'animation défensive et comment encaisser beaucoup moins de buts que cette saison, parce que cette année, c'était très compliqué derrière. Titulaire alors? Je pense qu'il va commencer titulaire, oui. Okay. Moi, je pense qu'il va très rapidement s'imposer comme titulaire parce que tu as le cas Rudiger qui a terminé la saison blessé, donc on l'annonce potentiellement de retour pour la Coupe du Monde des clubs. Le sera-t-il et dans quel état sera-t-il? Militao, blessé, doit revenir aussi. Dans le cas d'une défense à 3, moi je serais curieux de voir un joueur comme Militao. Le problème, c'est qu'il s'est fait 2 fois les croisés, donc c'est très dur pour un joueur qui a montré beaucoup de qualité d'explosivité en défense de te remettre là-dessus. Moi, Raúl Asensio, j'ai quelques bémols. Autant quand il sort un peu et que Ancelotti le met titulaire, il m'a plu, mais je trouve que sur la fin de saison, il a montré encore des failles, des lacunes techniques, tactiques parfois sur le positionnement. Donc moi, je ne lui donnerais pas automatiquement un statut de titulaire. Et en plus, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'Asensio, dans les jeunes du Real, ce n'était pas le premier défenseur qui était évoqué. Tu as Jacobo Ramón qui était souvent cité. Il y a quelques matchs de ça. Tu as le jeune Joan Martinez qui, lui, pour le coup, est un très gros prospect qui s'est blessé durant la pré-saison. Et moi, j'attends avec impatience son retour. Et on parle même potentiellement d'une autre recrue. Donc, et un joueur, je pense que tu as déjà dû en entendre parler. Le Toni Kroos gaucher? Non, je parle. D'abord, je parle derrière. Un joueur dont on parle beaucoup, c'est Jorel Hato, qui joue à l'Ajax. Un joueur capable d'être à gauche et en défense centrale. C'est un joueur qui pourrait remplacer, on va dire, dans le profil peut-être à là-bas. Et moi, je serais curieux d'avoir un profil comme ça. Et après, tu as toujours la possibilité. Et il y a un autre caprice aussi, ça c'est le caprice de Florentino Pérez, c'est William Saliba. Parce que ça fait 3 ans depuis qu'il avait été prêté à la saison olympique de Marseille. Il le voulait déjà. C'était trop cher à l'époque et c'était compliqué parce qu'il y avait déjà sa défense et il a obtenu des résultats avec celle-ci. Mais là maintenant qu'il faut renouveler et qu'il veut repartir de la base, William Saliba, c'est une excellente recrue. En tout cas, ce serait une excellente recrue, voire peut-être la meilleure recrue possible dans ce secteur-là. Mais tu sais que je le vois, moi, Saliba, jouer dans une défense à 3, il pourrait. Tu sais, il est pour moi, franchement, il peut jouer partout. C'est top 5 défenseur central du monde. Franchement, techniquement, il est bon. Il a des moments d'inattention, mais ça, c'est autre chose. Mais par contre, techniquement, dans une défense à 3, sur le côté droit, il pourrait être très bon. Hein. Tu vois, tu prends contre le PSG, je pense qu'il fait partie des 2 meilleurs joueurs d'Arsenal sur le match. Franchement, c'est. Après, est-ce que Florentino Pérez mettra 100-120 millions cet été? Je suis pas sûr. L'idée, c'est de faire un petit peu comme avec Mbappé et tout, d'attendre 2026 parce qu'il sera 1 an de la fin de son contrat et d'essayer de le choper à ce moment-là à prix réduit. Écoute, je ne sais pas. Donc après, peut-être la logique aussi, ça serait d'aller sur des joueurs qui sont à 40-50 millions d'euros. Donc un joueur comme Jorel Hato pourrait peut-être être intéressant. Mais à voir. Il y a aussi le cas de certains joueurs comme, je sais pas, un Ferland Mendy. Ça pourrait être aussi un joueur à mettre dans la rotation des défenseurs centrales. Il y a Alaba aussi. Voilà. Alaba, après, physiquement, moi je suis très inquiet. C'est le deuxième salaire du Real, Alaba. Surtout qu'à gauche, le Real a quasi officialisé l'arrivée de Carreras. Joueur de Benfica. Vous avez le visuel et on remercie Tarouj Data, vraiment la famille qui nous sort de très beaux visuels et très belles data. Donc c'est un joueur qu'on a pas mal vu notamment lors de la confrontation face à Monaco et face au Barça, face à Lamine Yamal. Bon, écoute, pour moi de toute façon ce sera compliqué de faire plus naze que Fran Garcia, le Playmobil. Écoute, Ferland Mendy, il a quand même la capacité d'être bon défensivement, même si techniquement ça fait un moment qu'il est plus bon. Surtout en fait, c'est un joueur qui est blessé chroniquement. Physiquement, là, ça y est. C'est très compliqué. Après, moi, pour connaître le cas Carreras, parce qu'il est quand même resté plusieurs années du côté de Manchester United. C'est vrai. 100 match, hein, SANS, pas 100 le je pense qu'on l'aurait vu passer quand même. C'est pour ça. Donc, il est formé aussi en post-formation au Real Madrid, donc il vient dans un club qu'il connaît déjà. Dans lequel il est resté quand même 4 ans. J'ai du mal avec ce joueur, moi. C'est vrai. Tout le monde est hypé. Parce que je l'ai vu justement contre le Barça et il prenait souvent le bouillon de son côté. Oui, c'est un contre-attaquant. Qui n'a pas pris le bouillon sur Lamine Yamal? Même un joueur comme Di Marco, qui est pour moi l'un des meilleurs pistons actuellement à gauche. C'est plusieurs fois, c'est pas qu'une fois, c'est compliqué.
Et il va le rencontrer encore plusieurs années d'affilée. Il y a la Yamal et ça continue. Donc, regarde, Marcelo, il a pris le bouillon face à Messi. En fait, moi, je ne me baserai pas que sur ce que tu as fait face à Lamine Yamal. Je pense pas que Carrera, c'est un profil à la Marseille. Mais tu vois, la question, c'est est-ce que ça va apporter une réelle plus-value par rapport à Ferland Mendy hors blessure, si tu mets les deux au même niveau, physique et technique? Déjà, tu as une autre option que Fran Garcia. Parce que le problème de Fran Garcia, c'est un joueur qui n'avait pas le niveau, que ce soit technique, mais même mental. Tu vois, le maillot était trop lourd à porter pour lui. Un piston. On parle de piston et pas de défenseur gauche. Dans l'idée que Xabi Alonso parte sur un 3-4-2-1 ou un 3-4-3. Moi, je ne suis pas encore totalement sûr de ça. Toi, tu ne penses pas qu'il va transposer le modèle du Bayern à celui du Real? Je ne sais pas, parce que souvent, on pense à des trucs comme ça, ou si en fait, Xabi Alonso, il met son 3-4-2-1 avec le Bayer Leverkusen, mais il va peut-être venir avec quelque chose d'autre. Tu parlais du 4-2-2-2. Moi, je trouve que le 4-2-2-2 peut davantage correspondre à l'effectif du Real Madrid, et bon, on en parlera quand on parlera de l'attaque, que le 3-4-2-1. Et donc, si on continue sur le côté droit, tu vas avoir l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, qui n'est pas vraiment un piston, qui a très souvent joué sur une défense à 4. Et qui a plus un profil milieu que piston. Mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Qui a déjà joué au milieu. Ouais. Exactement, qui a déjà joué 6. C'est un peu un profil à la Kimmich. C'est ce style-là qui est capable d'évoluer effectivement au milieu de terrain. Donc l'avantage, c'est que c'est un joueur qui va apporter dans la qualité de relance, et c'est un truc où la ligne arrière manquait énormément. C'est une qualité technique. Et moi, je suis curieux de voir sa relation avec Valverde, qui a présenté toutes les aptitudes à jouer sur le côté droit, mais qu'il était dans l'axe. Donc, peut-être que dans l'idée, les deux vont être amenés à interchanger leur position durant le match. En tout cas, c'est quelque chose dont je suis curieux. Mais tu vois, ce qui est intéressant, juste avant de passer au milieu de terrain et aux futurs recrues, voire au futur départ, c'est, dans tout ce que vous dites, c'est la variété, en fait. Et ça, c'est ce dont on a cruellement manqué au Real Madrid, notamment cette saison. Et c'est ce qui fait la force de l'effectif de Xabi Alonso et de l'équipe de Xabi Alonso. C'est que le gars peut bouger d'un poste à l'autre. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire dans un système à 3 défenseurs encore plus, qui est un système très moderne. Où en plus au Real, tu as plein de joueurs qui n'étaient pas prédestinés à ces postes-là de base, comme des Valverde, des Camavinga. Je ne serais même pas étonné de voir un Brahim ailleurs. Même un Tchouaméni peut jouer dans la défense à 3. Voilà. C'est une vraie force. En tout cas, si c'est bien interprété, si Alonso a les mains libres, parce que c'est aussi ça, moi, qui me fait peur dans les réserves que j'aurai. On finira peut-être par les réserves. Mais dans les réserves, c'est vraiment le fait de ne pas avoir les mains libres, de peut-être avoir un peu d'ingérence de la part de Florentino Pérez, en tout cas que Florentino Pérez fasse du Florentino Pérez. Il le sait en venant. Bien sûr, bien sûr. Un coach qui arrive au Real, qui arrive au Barça, qui arrive dans ces clubs-là, tu sais pertinemment que t'as raison. T'as le président qui a des caprices, qui a des besoins marketing, de médias, de mais si tu vois que ça marche pas, niveau sportif, il s'en fout. Du moment que ça te rapporte de l'argent. Non, il s'en fout pas. Mais si c'est une société, en fait, si ça marche pas niveau sportif, c'est pas un idéaliste, c'est un capitaliste. Bah ouais, mais si tu ne donnes pas à l'entraîneur la possibilité d'être libre dans ses choix, dans la logique de Florentino Pérez, ça a toujours été ainsi. Ça a été même le cas avec Zidane, parce qu'il avait forcé à faire jouer Keylor Navas quand le Pérez ne voulait plus de Navas. C'est même pour ça que Del Bosque est parti. Bien sûr. On lui impose, on te ramène Figo, Zidane, R9, Beckham. Après, il s'est calmé. J'ai le droit. Oui, après, quand même, il s'est calmé, tu vois. Mais cette période-là, elle correspond aussi à une période où il gagnait pas. Il s'est trop calmé d'ailleurs. Là, s'il prend Xabi Alonso, c'est aussi pour changer d'air. À un moment donné, avec Carlo Ancelotti, Zidane, là aussi, il attend aussi de l'entraîneur qui change des choses, qui propose des choses, etc. J'espère. Une saison, s'il ne prend pas la Liga et la Champions League. Après, il y a le visage aussi de l'équipe. Voilà, mais par contre, que ça joue bien et qu'il propose des choses. Moi, je suis sûr que si le Barça est encore meilleur que cette année. Majdi est très tactile aujourd'hui, en tout cas sur cette émission. C'est bien, mais c'est bien. C'est juste qu'on n'est pas à côté à chaque fois. C'est vrai. Richard l'atmosphère. On passe au milieu. On passe au milieu et avec un gars qui a eu un problème en termes de faciès. On l'a taillé pour son nez, mais qui a un talent exceptionnel. Avant de parler de Stiller, non mais déjà on peut parler de ce qu'il a mis en place avec Leverkusen, avec le duo au milieu de terrain Granit Xhaka et Palacios. Ouais. Alors Xhaka c'était un joueur qu'on sous-estimait. Oui, bien sûr. Mais moi je voyais plus souvent, tu vois, Palacios et surtout Granit Xhaka, c'était vraiment la pierre angulaire du système de Xabi Alonso. Et en fait, je sais pas qui peut reprendre ce rôle-là aujourd'hui dans le Real actuellement. Alors j'ai vu certains évoquer peut-être le cas de Bellingham, mais si on arrive même sur les individualités déjà présentes, on a le même. On a le même. Non, mais ton joueur préféré? Pourquoi Dani? Non. Je déteste. On va pas abuser sur ces baillots. Alors, non, mais quel nom?
Actuellement, il n'y en a pas. Actuellement, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que viennent, et ça, c'est super important, viennent les rumeurs sur un milieu de terrain. Donc, ça a évoqué le mec de River, Mastantuono, mais c'est un profil qui est peut-être plus dans la. Plus 10. Plus 10 à l'ancienne, un peu style Pablo Aimar, ce genre de joueur-là. Et en plus, gaucher, mais le problème dans ce genre de profil, on a aussi évoqué Arda Güler qui est déjà présent, et Nico Paz qui est actuellement qui a fait une top saison, et Brahim Diaz. Mais ces mecs-là, ils ne sont pas dans les deux du milieu, ils seront un peu plus haut. Dans le 3-4. Voilà, dans le 3-4-2-1, ils seront dans les deux. Voilà, ils seront dans le derrière l'attaque. 3-4-1-2. Parce que du coup, ils vont jouer avec un 10 et deux attaquants. Parce que les deux attaquants, ils vont mettre Vinicius et Mbappé devant. Ils vont pas se gêner. Mais donc si tu pars de ce principe-là, déjà, tu limites en fait les positions disponibles au milieu de terrain. Donc, est-ce que tu vas aller rajouter un profil comme l'Argentin, ou est-ce que tu vas vraiment sur peut-être un pur milieu de terrain 8 comme Stiller de Stuttgart? Alors oui, il y a un petit délit de faciès parce qu'il a une pomme de terre sur le visage, mais après, c'est un très beau joueur. Et pour le coup, il a un jeu très élégant et il pourrait vraiment prendre le relais d'un Toni Kroos. Et je pense que déjà, il coûte pas cher, encore moins cher que d'autres prospects à ce poste-là. Même Enzo Fernandez, Xabi Alonso, il l'a affronté plusieurs fois, il le connaît. C'est un gaucher. Parce que ça, c'est important aussi d'avoir un droitier, un gaucher pour l'équilibre, la complémentarité du milieu de terrain. Et c'est un joueur qui, lui, ne dénigre pas et ne rechigne pas sur les tâches défensives. C'est un joueur qui court énormément, qui fait énormément d'efforts, qui ne dit pas, vas-y, tranquille, débrouille-toi derrière. Non, lui, il va y aller, il va aller au charbon. Et c'est un joueur qui peut rentrer effectivement dans les cases et cocher les cases du Real Madrid à ce poste-là. Et l'autre question, c'est est-ce que, dans ce cas-là, un profil comme Jude Bellingham, le mettre dans ce duo-là, ça ne peut pas être aussi intéressant parce qu'il en a les capacités, il en a le physique. Mais est-ce qu'il en a la volonté, parce que c'est pas le poste le plus shiny, on va dire, sur le terrain, mais en soi, il a cette possibilité-là aussi d'être. Mais est-ce que tu te limites pas du coup, parce qu'en fait, on l'a vu quand il est arrivé. Le dernier Ballon d'Or, il joue à ce poste-là, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais quand tu dis shiny, j'ai compris, c'est shiny au niveau des stats. C'est ça. Pas au niveau du. Et quand il est arrivé au Real, il statait beaucoup. Bellingham, quand il est arrivé la première saison, en début de saison, il était placé après, il jouait devant. Il se retrouvait. Il jouait en faux neuf. Bien sûr, mais il se retrouvait vraiment proche de la surface et il marquait, il était là. Donc pourquoi se priver de ses capacités c'est le principe des joueurs polyvalents. C'est-à-dire qu'il a été formé en poste de milieu défensif, il peut évoluer devant, il a prouvé qu'il pouvait être bon devant. Il n'est pas loin au classement du Ballon d'Or, il est bien classé. Je pense que pour l'intérêt de sa carrière aussi, il va falloir faire des choix tactiques à certains postes. Pour l'équipe d'Angleterre aussi, pour la sélection, ça joue aussi. Donc c'est un débat, je pense que Xabi Alonso et Tourelle aussi, ils vont discuter de ce qu'ils peuvent faire de mieux avec lui. Et autant c'était entre guillemets plus simple de stater quand il n'y avait pas d'attaquant, mais aujourd'hui tu as un joueur qui bouffe un petit peu toute l'énergie, tout le nombre de buts, c'est Mbappé. Donc de toute façon, il n'arrivera pas à briller offensivement comme il a pu briller lors de sa première saison. En fait, il est intelligent et il accepte ce rôle en retrait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es obligé pour exister dans ce Real-là. Je ne sais pas. À cet instant, il faudra le convaincre. Parce qu'à cet instant et sur cette saison de Jude Bellingham, il a été un petit peu mis partout et un peu nulle part à la fois. En revanche, dans le 4-2-2-2 qu'imaginait Yacine Ferguson, tu le mets à gauche. Il peut être peut-être plus intéressant parce qu'on l'a vu à ce poste à un moment au Real aussi. Quand Vinicius et Rodrigo étaient en pointe, il était souvent à gauche. Donc, ça peut peut-être être intéressant de penser aussi à ça. En tout cas, ça rappelle un autre joueur à gauche, du coup. Qui ça? Zizou. Ouais, bien sûr. Oui. Donc c'est une option. C'est la zone de ça. Et maintenant, l'espace gauche, c'est la zone de Zidane, c'est vrai. Et après, vous mettez qui avec dans le double pivot? Vous mettez qui? Vous mettez Valverde. Donc on reste pas Tchouaméni en tout cas, mais ça c'est autre chose. Moi, Tchouaméni, je le vois justement pouvoir s'incorporer dans la défense à 3. Bah non, Camavinga, tu peux le mettre au milieu. Bien sûr. Camavinga, pour moi, aurait sa place dans le milieu de terrain à 2. En tout cas, on peut imaginer des départs, et notamment sur la ligne d'attaque, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Non, mais Vinicius, il est en pleine dépression, là, vous le voyez. Tu regardes sa saison en termes de stats, c'est t'inquiète pas, mais je dis, on voit c'est pas bon en termes de comportement, c'est pas bon non plus. Je vais pas le plaindre. Non, mais après, c'est un mec qui est devenu. Non, mais je vais pas le plaindre. Après, il a mangé un sale coup. Il a mangé un sale coup en début de saison. Il a parlé après le Ballon d'Or. Il l'a pas eu. Il a dit je reviendrai 10 fois plus fort. Mais il est revenu 10 fois plus nul. Donc en fait, tu viens me voir et tu Par contre, n'hésitez pas à défendre Mbappé alors que Mbappé a beaucoup parlé. T'as pas hésité à le défendre.
Non, mais c'est une défense différente. Je parle de Vinicius au Real Madrid. T'as pas eu. Là, on parle. Attends, tu veux que je te rappelle? Tu veux que je te rappelle? Je vous invite à voir l'une de nos premières vidéos cette saison où t'as attaqué Majdi parce que sur il doit voyager, il doit aller décompresser et tout. Majdi, tu vas au bled. Là, c'est Vinicius qui est brésilien, qui doit partir au Brésil. Et donc, il a fait quoi, Vinicius? Il a tourné une mini-série sur sa vie, non? Des fois, il est parti, il a fait des allers-retours, il a un jet privé, etc. Mbappé aussi, ça arrive. Pourtant, tu l'as défendu. Moi, ce que je comprends pas, c'était une défense à géométrie variable. Non, c'est pas géométrie variable. Mbappé, c'est dans un contexte particulier. Là, Vinicius, c'est au Real Madrid. Ah, parce que il a besoin de se détendre. Il a besoin de se détendre, tu connais, il a besoin de se détendre. Chacun son style. Il y en a, il est parti en Suède. Tu vois, c'est pas comme si c'était un truc de fou. Genre la Suède, c'est réputé pour être un truc de fou. On n'est même pas parti à Bali. C'est vrai qu'il n'y a pas de mannequin, il n'y a pas de mannequin à Stockholm. C'est vrai qu'il n'y a pas de mannequin à Madrid. Genre à Madrid, il n'y en a pas. Ah ok, vas-y, pas de soucis. Je sais pas, ça sera du coup Mbappé, les gars. Je t'invite à aller à Madrid si tu veux taper d'un autre sujet. Et on va finir par ça, on va finir par Mbappé et sa place justement sur ce dispositif-là. Toi qui as regardé aussi Xabi Alonso, comment il utilise son numéro 9 ? Est-ce que c'est différent de la manière dont Mbappé a été utilisé? On est plus sur quelque chose de profondeur. Est-ce qu'Mbappé, tu penses que ça sera positif pour lui? Ça sera plus libre? Je pense qu'il aura plus de liberté et qu'il aura un peu moins de travail défensif à faire parce que du coup, derrière les 3, plus les 2 pistons, plus les 2... Malgré l'animation défensive de Xabi Alonso? Parce que c'est quand même très énergivore. L'animation défensive... Mais je vais pas dans ma tête, j'ai pas les souvenirs d'un Victor Boniface qui fait des allers-retours. Non, c'est sûr. Par contre, il courait énormément. Non, mais il y a courir et faire les efforts défensifs. Voilà, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que... Mais le problème, c'est que Mbappé, il fait ni l'un ni l'autre. Pas du nombre de kilomètres parcourus. Xabi Alonso, dans son animation défensive, il veut des blocs compacts où justement les joueurs font quand même les efforts pour essayer de gêner des lignes de passe. Sur le contre-pressing. Et là, Mbappé, est-ce qu'il le fait ça? Il peut le faire sur des petites phases de contre-pressing. Il ne va pas le faire 90 minutes. C'est pour ça que là, c'est le troisième chantier de Xabi Alonso, c'est convaincre Mbappé de courir. C'est convaincre Mbappé de courir et de faire des courses. Il en a des chantiers. Il en a des chantiers. C'est possible. En même temps, demain, tu es entraîneur au Real. C'est un chantier, c'est une belle possibilité dans ta carrière. Sauf si tu t'appelles Ancelotti et tu te dis, tactiquement... Mais même le vieux, il n'a pas réussi cette saison. Même le vieux, il s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Aussi fort soit-il, son discours peut être le meilleur, mais à un moment, tu ne peux pas convaincre tout le monde de courir au même moment et de la même manière. Après, là, c'est une pensée, et je terminerai sur ça par rapport à Xabi Alonso. Je pense que, contrairement à Carlo Ancelotti, qui a plus cédé à un caprice de Florentino Pérez, Xabi Alonso, si à un moment donné, il y a besoin de mettre Mbappé sur le banc parce qu'il n'écoute pas ce qu'il lui dit, je pense qu'il va le faire. Non, et puis c'est dans Attends, mais Yacine, c'est dans l'intérêt d'Mbappé en plus. Oui, genre, tu peux pas être autant dans le déni plusieurs années de suite. Ça veut dire que là, tu vois la saison qu'il a fait Mbappé, il est lucide dessus. Je suis d'accord avec ce parallèle. Mais c'était pas le même profil ni le rôle dans le club. Non, mais surtout, il sortait pas de la même saison. Voilà, il y a un truc qui change par rapport au cas quand il était sous lui. Non, c'est pas du tout. Mais il arrivait en fin de contrat après avoir demandé son départ. Donc, il était un petit peu en roue libre. Donc, le discours de Luis Enrique n'aurait pas eu le même poids que le discours d'un Xabi Alonso peut avoir parce que là, il s'inscrit au Real sur le long terme. Après un échec surtout. Faut pas échec relatif parce qu'aujourd'hui, tu as une campagne pour légitimer sa saison. Et alors, il va gagner la Coupe du Monde du club, il va être ballon d'or. Non, mais calme-toi. Il va peut-être même être Non, mais il va peut-être être soulier d'or par contre. Et c'est des choses où aujourd'hui. Non, mais son clan. C'est pas Cendrillon, tu le mets ça pantoufle et tout. Abuse pas. Non, mais en tout cas. Je sais, j'ai compris ce que tu veux dire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que même ce qu'on pouvait imaginer sur la première moitié ou saison ratée et tout, le retour sur Mbappé, aujourd'hui, le discours va être très positif. Tant mieux qu'on l'encourage, mais il faut quand même. Mais il faudra quand même hâte de voir le contre-pressing avec Mbappé. Mais moi aussi, j'ai très hâte. Maintenant, il y a un autre truc. Là, je sors des joueurs. Moi, je pense qu'il faut absolument prêter Hendrick et acheter un neuf. Vendre Hendrick Non, pas le vendre, mais moi je le prêterai et j'aimerais. Tu peux pas lui en vouloir. Il a très peu de temps de jeu. Et il est pas sûr, c'est pas le genre de joueur. Tu sens les joueurs s'ils sont bons ou pas et s'ils vont faire l'affaire. Hendrick, il a quelque chose. Il a pas fait des mauvaises rentrées. C'est un flou. Fais gaffe parce que ce que tu as dit sur Vinicius à l'époque. Fais gaffe. Et ce qu'il a dit sur Guirassy aussi, mais vas-y tranquille. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, moi aussi je peux sortir les dossiers. On les connaît ça. Mais je dis le délit de sale gueule, ça commence à faire beaucoup. Mais en tout cas, moi je prêterai Hendrick et j'essaierai de chercher un profil. À part Haaland. Non, je parle vraiment d'un profil capable d'être remplaçant. Donc moi, il y a des joueurs, notamment en Liga, que j'aime bien et qui peuvent remplir ce rôle. Des joueurs de devoir. Mouriki, ça peut faire le taf. Boudimir, ça peut faire le taf. Et si tu
tu veux upgrade. Moi, un joueur comme Patrick Schick, moi je kiffe ce joueur. Oui, tu veux dépouiller les Leverkusen, c'est ça que tu veux. Ça va. Moi, je peux parler de le capitalisme dans le football. Ce gars est pour la Super League, je tiens quand même à le dire. Écoute, c'est un autre débat. Bien sûr. En tout cas, dites-nous si le nôtre vous a convaincu et surtout si vous êtes convaincu par l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid. Est-ce que Mbappé va commencer enfin peut-être à courir ou pas? Est-ce que... C'est dinguerie de dire ça. Quoi? Est-ce qu'il va commencer à courir? Est-ce qu'il va commencer à faire les efforts qu'il faut dans le club dans lequel il est là? C'est la même chose. C'est la même chose. Fais pas l'aveugle. Sa qualité principale, c'est la vitesse. Et si Vinicius il est bon la saison prochaine et qu'il reste, j'espère que tu le reconnaîtras. Mais il va rien reconnaître. C'est tellement de mauvaise foi. C'est bien. Merci pour la réputation. On passe au quiz. Et on est parti les gars pour le quiz, les gars. Nouveau quiz, nouveau format, nouveau style, nouveau jeu. On va partir sur un truc très simple, un quiz de vitesse. Je vous cite à chaque fois 2 clubs. Vous allez devoir me trouver un joueur qui a joué dans les 2 clubs. Le premier à répondre remporte les points. Je dis bien les points parce que selon la difficulté du joueur, si vous arrivez à chercher un joueur des profondeurs de Wikipédia, vous avez 3 points, 2 points ou 1 point. Il y a un arbitre. Johan sera chargé d'arbitrer. S'il y a un moment de flottement, un doute, on met le point en suspens. Vas-y, on voit. Exemple. Je vous dis Real, Manchester United. Van Nistelrooy. Ok. Van Nistelrooy. 2 points par exemple. Ouais, on va dire c'est 2 points. Tu m'aurais sorti Chicharito. Tu m'aurais sorti un Chicharito. Ça aurait pu faire 3 points. C'est bon, moi je suis dans le game. C'est l'échauffement, poteau. Reste présentateur. C'est faux ça. Mais là je suis plus présentateur là. Bon les gars, vous êtes prêts? Vas-y. Vitesse, précision. Le premier est assez facile, j'ai mis que des 1 point. Si vous arrivez à me surprendre, il y aura peut-être 1 point bonus. J'ai joué au Barça et au Bayern. Lewandowski. 1 point pour Yassine. En fait, vous buzzez avant qu'ils disent Ça va, gros, Barça-Bayern. Les 2 équipes. Ça va? Bon, ok. On continue, ça va être l'objet d'une finale cette saison. J'ai joué à l'Inter et au Paris Saint-Germain. Mota. Thiago Motta, c'est 2 points. Bravo. Merci. J'ai joué à Chelsea et à la Juve. Moi, Attends. Morata. Morata, c'est 2 points, bravo. Bah non, mais il met trop de temps, je sais tout de suite. Ouais, je sais, c'est pour ça que je l'ai pas compté. Tranquille. Ça fait partie. 2 points. On commence pas à négocier. Tu as 3 points, il en a 2. Morata, gros. Eh les gars, tu l'avais pas, t'as rien cité. Oui, je sais. Totalement. Retenez bien votre nombre de points. Moi, j'ai 4. C'est pour perturber. Il y en a eu beaucoup entre ces 2 clubs. J'ai joué à Séville et au Barça. Rakitic, c'est 1 point. C'était assez évident. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça reste des 1 point. Si vous arrivez à me surprendre, vous avez 1 point bonus. J'ai joué à Milan et à Manchester City. Robinho. Robinho, bien joué, tu m'as surpris, j'avais pas mis 2 points. Oh, j'avais pas mis, t'as dit quand j'ai pas mis. Oh là là, je rigole, j'ai mis que. On a plus le droit de rigoler. Genre, même dans un quiz, il faut être sérieux de fou. T'as réagi trop vite. Tu t'es censuré. Non, mais c'est le premier quiz, tranquille. T'as combien de points là au total? Tu comptes? 6, je crois. 6 ou 7. Ok, on continue. Pas compter, Magie, là, t'as un petit avantage. Là, je te laisse, moi je dis. Il disait qu'à jouer à Espérance Tunis. On est sur de la Ligue 1. C'est africain. J'ai joué à l'OL et au Stade Rennais. Ben Arfa. Bien joué, 2 points, bravo. Oui. J'ai joué. Pourquoi je le savais? J'ai joué à Valence et au Real Madrid. Mata, non je rigole. Emar. Non, merde. T'as dit quoi? Oh là là, le gars. Alors, il a pas été formé au Mata, il est formé, je sais. Est-ce que tu peux checker s'il a joué? Non, s'il a joué, je sais qu'il est passé par les jeunes, mais check s'il a joué, s'il te plaît, Johan. En attendant, le point est en suspens, c'est 2 points. C'est 2 points. C'est 2 points, monsieur Ferguson. Il vous reste 3 joueurs à trouver. Pourquoi tu bosses, toi? Vas-y. J'ai joué au LOSC et au Barça. Ah, chien, André Gomez. Digne. C'est dit André Gomez. T'as dit André. Ah, j'ai déjà refait. Ah, t'as dit Digne. C'était André. Ouais, c'était André. Non, mais il faut être précis en fait sur les prénoms. 2 points. Merci. Comment ça, 2 points? Tu l'avais sur ta liste? Non, je l'avais pas, c'est pour ça que t'as eu 1 point. T'as eu 1 point de plus. Ok. Ça va, c'est Lugadine, n'abuse pas non plus. Bah ouais, c'est bien. J'ai joué. Là, il y a des 3 points là, vous pouvez en trouver. J'ai joué à l'OM et au Real Madrid. Bah, je n'abuse pas. À N2. C'est à moi là. Non, attends. Non, bah je dis ouais, j'étais dessus. C'est un troisième. Bah non, je dis, vas-y. Non, j'ai dit Renzo, moi. Ok. Vas-y. Un autre. Retrouvez. Vas-y. Allez, refaites. Le premier à buzzer. Vous avez dit Renzo, il y en a d'autres.
Vas-y, Morientes. Putain. Morientes, c'était 3 points. Bravo. Bravo, Yacine. Et ben, bravo, Magie, pour la passe D. Mais non, mais il en reste je l'ai un. pas entendu. Je me fais des retraités aussi, putain. Alors, Mata, le point en suspens. Non, Mata, c'est pas bon. C'est pas grave, t'es largement devant. J'ai déjà 10. Il en reste Ça va. un. C'est soit 2 points, soit 3 points, sinon vous me surprenez. Ouais. J'ai joué à Monaco et à Liverpool. Fabinho. C'est bien, c'était 2 points. Il y en avait un 3 points, vous l'avez? Bah non, c'était pas Attends. Monaco, Liverpool. Si, on va le trouver. Un rouquin. Jean-Arnaud Rizeux. Ouais. Putain. Les gars, c'est terminé pour ce quiz et victoire de Yacine. Ouais, la base. En mode Pas victoire. la peine de crier par contre. Rien d'obligatoire à crier. Comment il pleure à chaque fois? Rien d'obligatoire. Je pleure là. T'as jamais gagné. Je pleure là. Pose le buzzer, poteau. Je te vois en mode. Pose le buzzer. Je suis là pour te faire briller. Je suis là pour te faire briller, poteau. Briller quoi? Vas-y, pose le buzzer. Déjà, c'est moi la lumière. C'est la fin de la vidéo. Pas possible ça. Bon, les gars, c'est la famille. Les gars, c'était un plaisir. Dites-nous, on rappelle. Abonnez-vous sur YouTube, les shorts arrivent, les vidéos aussi, chaque semaine et aussi sur TikTok. Commentez parce que c'est important pour le référencement, ça fait péter nos vidéos. Et on se dit à une prochaine, prenez soin de vous, ciao. Ciao.